Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, TV. Merci d'avoir accepté notre invitation ce mois-ci encore. C'est un rendez-vous mensuel. On a plusieurs sujets à aborder, dont la venue de Monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon, qui a fait une annonce de près de 12 millions à Gaspé, avec l'ensemble de la classe politique et des gens impliqués dans le secteur éolien. Vous avez aussi, et après, il y avait, je crois, un rendez-vous avec la Chambre de commerce de Gaspé, où là encore, il y avait d'autres allocutions. Vous étiez assis à la table d'honneur quand même, ce qui n'est pas peu. Oui. Vous retenez quoi de cette rencontre? Bien, au niveau de la rencontre, je trouve que pour le secteur éolien, au niveau énergétique, je pense que le ministre Fitzgibbon a voulu vraiment démontrer l'importance du secteur éolien. On parlait, là, il dit que présentement, la position du secteur éolien, c'est à peu près 10 au niveau du Québec. Puis quand on regarde dans les pays nordiques, c'est pratiquement 50-50. Donc, étant donné qu'on ne veut pas aller vers le nucléaire, donc il y a beaucoup de place là, pour le secteur éolien. Donc, il y avait quelques projets sur la table. Donc, moi, je considère que l'investissement de 12 millions au niveau du solaire pour le bureau Énergitica, donc on parlait de l'énergie éolienne, l'énergie solaire, puis le fait aussi de prévoir des investissements majeurs pour éviter, là, pour améliorer la ligne là, dans le coin de Rivière-du-Loup, qui était un peu, là, qui venait un peu brimer un peu le développement parce que il y avait un gros dérangement à ce niveau-là. Donc, le fait d'investir massivement, bien, ça vient ouvrir, là, de démontrer qu'à la région de la Gaspésie, il y a possibilité de développer des nouveaux parcs éoliens. Puis on a parlé aussi du solaire. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme il a été expliqué, là, ce que j'ai retenu, c'est que présentement, il y a des besoins à peu près pour 25 000. Il y a à peu près 500 à 800 qui étaient disponibles à donner un peu aux entreprises. Il a même été mentionné que s'il y a des entreprises qui étaient pour venir s'implanter en Gaspésie puis qui faisaient leurs propres investissements au secteur éolien, donc il y avait toujours des possibilités. Donc, je pense que les années passées, le fait d'avoir investi dans la filière éolienne, aujourd'hui, là, on voit là, que il va y avoir d'excellentes retombées. Puis nous, pour les municipalités, c'est super intéressant parce qu'au niveau de la régie, les municipalités, on est partenaires, donc on reçoit des redevances. Donc ça a été une belle façon aussi de diversifier. Puis le fait que le gouvernement vient se positionner de la sorte. Parce que moi, je me rappelle qu'au début du mandat, on ne voulait rien savoir de l'éolien. Puis aujourd'hui, bien, on constate là, avec tous les besoins des entreprises sur le marché que le secteur éolien est en train de jouer un rôle majeur. Puis la Gaspésie, bien, puis le Bas-Saint-Laurent, étant donné qu'on est bien positionné, je pense que c'est super intéressant pour la région. Oui, en effet, la CAQ était froide à l'idée de l'éolien au début de mandat, même quand ils étaient dans l'opposition. Oui. Et justement, donc, il y a une ouverture, goulot d'étranglement. M. Fitzgibbon le dit en conférence de presse, c'est une priorité pour moi, votre région, parce que le potentiel est majeur. Donc, vous saluez évidemment cette annonce sur l'éolien, d'autant que le bâtiment, juste pour terminer là-dessus, juste pour rappeler aux gens, le bâtiment de Nergica qui va être revampé, il va produire plus d'électricité qu'il n'en consomme. Okay. C'est quand même extraordinaire. Oui. Lors de votre dernière séance municipale, retournons à la municipalité, vous avez insisté beaucoup sur le problème de vendeurs itinérants concernant, je crois, les thermopompes. Votre directeur aussi a passé un message très clair. Il semble y avoir une nouvelle façon de solliciter les gens. Profitez-en pour peut-être rappeler ce message. Mais moi, le message que je veux passer à la population, c'est que pour les vendeurs itinérants, pour pouvoir là, être sur le territoire de Grande-Ville, ça prend un permis. Puis il y a juste un secteur qui est désigné. Donc, c'est pas tous les secteurs de la municipalité. Il y a un secteur qui est désigné. Donc, normalement, il doit avoir un permis qui est délivré là, par notre inspecteur municipal. Puis, à preuve de contraire, il n'y a pas de demande qui a été faite dans ce sens-là. Mm-hmm. Donc, moi, je sais que l'année passée, on avait vécu une péripétie qu'il y avait quelques vendeurs itinérants qui étaient sur le territoire, qui faisaient la sollicitation directe au domicile pour rencontrer les gens, pour leur proposer là, des produits et services au niveau thermopompe.
J'ai eu comme information qu'ils demandaient juste que des copies de rapports d'impôts pour connaître les revenus. Puis comme vous le savez, ces copies de rapports d'impôts, ben, le numéro d'assurance sociale est là. Donc, moi, personnellement, s'il y a quelqu'un qui se présente et dit qu'il y a un permis de la ville, moi, je veux juste que les gens soient vigilants. C'est que, normalement, c'est que, par contre, si, admettons, il y a quelqu'un qui communique avec vous au téléphone, oui. Puis, suite à la discussion, vous êtes intéressé à ces services, puis vous, ensemble, vous déterminez là, un rendez-vous, mais ça, c'est pas de la sollicitation par itinérance. Si vous voyez aussi, exemple, de la publicité dans les médias sociaux, puis vous communiquez avec les gens, puis vous prenez un rendez-vous avec la personne, ça, c'est pas de la vente par itinérance. Vous avez un accord. Moi, la seule chose que je dis aux gens, c'est que s'il y a quelqu'un qui se présente chez vous, à l'improviste, puis que vous n'avez pas pris de rendez-vous, vous êtes dans votre droit là, de dire que vous ne voulez pas là, être sollicité. D'accord, mais dans la rencontre, je reviens sur, et votre directeur, M. Moreau, avait bien précisé la chose, cette année, il y a un nouveau mode opératoire, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous au téléphone, et ça semble légitimer donc la rencontre, et de toute façon, pas plus officiel qu'autre chose. Donc c'est une nouvelle méthode aussi de prendre rendez-vous par téléphone qui semble aussi être une nouvelle tactique. Oui, bien, on ne se le cachera pas, là. C'est pour les gens qui suivent là, les nouvelles présentement, là, oui. Les personnes âgées, les vendeurs, de plus en plus, ils développent des nouvelles arnaques. Donc, ils peuvent même appeler, puis ils veulent aider le petit-fils, puis ils ont besoin d'un versement, tu sais. Oui. On voit ça, mais moi, présentement, pour la ville de Grande-Rivière, l'an passé, on a eu un fléau au niveau, là, ce qui concerne des ventes là, intenses là, au niveau des thermopompes. Puis, puis on allait même là, à faire signer des contrats dès la première rencontre. Que c'était là. On a eu, suite à des plaintes, là, on a avisé là, via les médias sociaux de faire attention. Puis on a quelques citoyens qui ont été rencontrés, qui sont inquiets de la situation. Donc, nous, avec notre aviseur légal, on était vraiment de l'avant. On a même ouvert un dossier, là, on a communiqué, on a donné des amendes. Mais j'en ai parlé parce que lors de la séance, j'ai un citoyen qui est venu là, à la municipalité pour nous faire mention qu'il y avait des gens là, qui étaient pour le rencontrer. Donc, le fait que je veux juste éviter là, que ça recommence, je veux juste que les gens soient là, conscients que présentement, de la vente par itinérance, là, c'est pas accepté. Si les gens disent qu'ils ont un permis, bien, faites la vérification. Ou demandez le permis. Demandez le permis, de voir le permis. Mais le message, je sais qu'ils ont plusieurs techniques, là, mais je demande juste aux gens d'être vigilants. OK, je veux juste comprendre une chose pour terminer. C'est illégal de faire la sollicitation porte-à-porte à Grande-Rivière. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas? C'est que pour une vendeur itinérant, il y a la possibilité pour un secteur déterminé de venir à la ville, puis de demander un permis, puis un coût rattaché, je pense, c'est 200 $ pour faire la sollicitation. Bon. Mais c'est pour un secteur particulier de la municipalité. OK. Donc, un vendeur itinérant, exemple, qui, je sais qu'exemple, au centre-ville, c'est pas... Tu sais, que tu as un permis, que tu n'as pas de permis, ce territoire-là, il n'est pas admissible à la sollicitation. Déjà. Donc, comme moi, si je veux être... Je vous pose la question, moi, si je veux être vendeur itinérant, oui, pour un produit X, quel qu'il soit, je vais à la ville, j'achète un permis, et vous allez je vais dire, j'aimerais avoir ce territoire pour pouvoir solliciter dans un temps imparti, dans un temps... C'est même pas... Il choisit même pas le territoire. Le territoire est déjà déterminé dans le plan d'urbanisme. Je pense que c'est plus le secteur S de tel endroit, puis si, admettons, la personne, même à son permis, malgré qu'il a son permis, il vient faire de la sollicitation sur, exemple, la rue de l'Hôtel de Ville ou la rue du Carrefour, ben il n'est pas légal parce que malgré qu'il a un permis, il n'est pas dans le territoire dans lequel il y a possibilité de faire de la sollicitation par la vente là, par itinérance. Voilà qui est clair, M. le maire. Comité de loisirs, vous voulez vous-même en parler? Je sais que vous avez glissé mot, je suis pris des notes lors de votre séance. Vous en avez déjà glissé mot de ce comité de loisirs, je pense. Vous voulez apporter des précisions?
Bon, au niveau du comité de loisirs, les gens, ils pensent que le comité de loisirs, ça concerne uniquement les loisirs. Je vais juste vous expliquer, nous, la façon dont ça fonctionne au niveau de la ville de Grande-Rivière, c'est que la municipalité, ça concerne tout l'administratif public. Puis, ça fait plusieurs années, il avait été mis en place un organisme, tout ce qui concerne un peu le volet communautaire. Donc, un des objectifs un peu du comité de loisirs, c'était d'avoir des gens qui représentent bien la population, qui soient impliqués pour être en mesure, avec tous les organismes, de définir un peu les besoins, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent un peu de la ville comme accompagnement, sous forme de soutien technique ou de soutien financier. Donc, le comité de loisirs, en réalité, moi, ce que je m'attends, c'est qu'au niveau du plan communautaire, qui comprend les loisirs, les besoins de la communauté, qui concerne les besoins culturels, les projets dans lesquels les gens aimeraient les nouveaux services qui cadrent soit avec la politique familiale, la politique MADA, tu sais. Exemple, je donne un exemple, je sais qu'il y a plusieurs organismes souvent sont à recherche de bénévoles. Bien, nous, le comité de loisirs pourra peut-être organiser avec l'URLS des séances de formation. Ça implique quoi un bénévole? Au niveau de la gouvernance, au niveau des organismes, que ce soit pour des besoins particuliers, on dit souvent les jeunes qui ne sont pas sollicités. Donc, cette année, il a été décidé par le président, M. Denis Baudin, qui en réalité est le conseiller en loisirs, qui occupe présentement la présidence. Mais nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer d'avoir des gens par catégorie d'âge. Puis ce que je comprends dans la convocation, il y a des postes qui sont dédiés, là, exemple, pour 18-35 ans, deux postes. Donc, moi, j'invite les jeunes, les étudiants, que ce soit à l'école des prêches, aux adultes, ou les jeunes familles, les nouveaux arrivants, qui ont des idées puis qui aimeraient s'impliquer dans le développement communautaire de la ville de Grande-Rivière. Je pense que c'est un organisme dédié à ça. Puis moi, ce que je veux m'assurer, c'est d'avoir une bonne représentation de l'ensemble de la population pour être en mesure de pouvoir mettre un plan d'action qui va couvrir autant les besoins mentionnés par les personnes âgées, par les parents qui ont des enfants, des activités familiales, puis même les nouveaux arrivants, même les jeunes, ce qui est important. Puis je pense que c'est un excellent moyen, le comité, de pouvoir s'impliquer puis de travailler en étroite collaboration avec la Ville pour s'assurer les développements des futurs projets. Alors, concernant le comité des loisirs, M. le maire, juste pour rappeler, l'AGA, 26 février, donc, on souhaite une forte participation. Oui, nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'au niveau de la gouvernance, c'est qu'on veut juste s'assurer que le comité de loisirs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de la dénomination comité de loisirs, qui pensent que ça concerne juste, exemple, le hockey, là, tu sais. Mais c'est pas ça. Nous, en réalité, le comité de loisirs, c'est un organisme qui est là pour supporter plus le volet communautaire. Donc, quand on parle de volet communautaire, ça comprend les loisirs, ça comprend le culturel. Ah, c'est ça. Puis, nous, on veut s'assurer que ce comité-là soit bien représenté puis diversifié. C'est une des raisons pourquoi il a été décidé de mettre là, des postes par catégorie d'âge. Donc, 18-35, 2 postes. On parle des postes de 36-50 et même 2 postes de 50 ans et plus. Puis, on a 2 postes qui sont libres aussi, tout dépendant de la catégorie. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste m'assurer que nos représentants d'organismes, de la communauté, que ce soit que tes parents, que tu es une personne âgée, que tu t'es impliqué dans un organisme, que nous, on considère que le comité de loisirs, c'est le meilleur endroit pour définir un plan d'action qui va représenter un peu les besoins là, de la municipalité, puis qu'est-ce que les gens aimeraient qu'on puisse intégrer, améliorer au sein de la municipalité au niveau des services. On tient compte aussi de la politique familiale, la politique MADA. Mais moi, ce que je veux juste m'assurer, c'est que je pense, entre autres les jeunes, tu sais, que souvent, ils considèrent qu'ils ne sont pas nécessairement beaucoup interpellés là, dans les orientations d'une municipalité. Mais moi, j'invite
les étudiants à l'école des pêches, aux adultes ou les jeunes qui viennent de s'établir, qui sont entre autres dans la catégorie 18-35, de s'investir. En même temps, ça leur donne une belle expérience avec d'autres personnes là, qui vont siéger. Puis c'est une belle façon aussi de s'impliquer pour permettre à la municipalité là, de s'assurer d'avoir là, le pouls de la population. Puis moi, la municipalité, qu'on est plus au niveau administratif, mais le comité de loisirs, c'est un peu le bras droit de la municipalité, que je veux m'assurer que le volet communautaire là, est en santé puis qui est en mesure de vraiment bien nous exprimer c'est quoi les attentes de la population pour que nous, ensuite de ça, on est en mesure de pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont venir répondre aux besoins de la majorité de la population. Très bien, oui. D'ailleurs, vous avez exprimé souvent l'importance pour vous du volet communautaire là, dans votre gouvernance, là, c'est une des priorités. Je le sens dans nos entrevues. Toujours dans le cadre de la science municipale, vous avez parlé de l'OMH et le projet de 12 logements, c'est 12 je crois. On a souvent parlé, vous ne lâchez pas le morceau finalement. Écoutez, au niveau du 12 logements, c'est le projet de la phase 2 au niveau de la rive. C'est que moi, quand je suis rentré maire en 2017, on parlait beaucoup de ce projet-là. Puis, au fil des années, là, à un moment donné, manque de budget faisant en sorte là, que c'était lent, mais le projet, là, moi, ce que j'avais eu comme suivi, c'est qu'étant donné qu'on n'avait pas de ressources spécifiques au projet, que c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y avait plusieurs projets qui étaient, mettons, au niveau du Québec. Donc, à l'IMRC, on a fait l'embauche de Mme Nathalie Acas, qui est chargée de projet pour ce genre de type de projet-là qui accompagne là, les organismes, entre autres comme l'OMH. Puis nous-mêmes, on a même embauché un consultant qui nous supporte dans nos projets de développement. Donc, tout dernièrement, on avait comme un peu les conditions gagnantes. On avait eu notre ACL, là, un montant à peu près de 938 000 du gouvernement du Québec. Puis dans le cas de la COVID, on avait même eu un versement de 1 135 000 de mémoire, ce qui comprenait les dépassements de coûts. Par contre, là, il manquait un financement à peu près de 3 millions, parce qu'on parle d'un coût de projet à peu près de 5 millions. Oui. C'était un peu la partie fédérale. Puis comme tu sais, Thierry, il y a souvent ce genre de projet-là qui est financé par le provincial fédéral, avec la loi 30, oui. M30. Oui. C'est le gouvernement du Québec là, qui doit prendre les orientations, mais la dernière appel d'offres qui a été fait, malgré que on avait un super de beaux projets, il y avait juste une disponibilité financière à peu près de 304 millions, mais il y avait des besoins pour 1,2 milliard. Puis la lettre que j'ai reçue, politiquement correcte, qui disait que notre projet cadré, il était super bien monté, mais pour être de façon équitable avec l'ensemble des besoins du Québec, la région de Gaspésie, je pense qu'on avait juste eu droit à 5 unités, malgré qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été déposés. Mais il reste que, sachant que suite à la rencontre qu'on est allé à l'FQM, la nouvelle entente qui a été signée avec le gouvernement du Québec et le fédéral, 1,8 milliard, nous, de notre côté, moi, mon projet, on lâche pas. On a passé une résolution, on s'est adressé au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Habitation, de pouvoir maintenir, là, maintenant, les fonds en place. Puis tout dernièrement, on a eu une rencontre là, avec tous les acteurs, puis le programme qui est en place présentement, il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Puis je perçois qu'il y a des embûches qui vont faire en sorte que ça va être difficile d'aller chercher du financement supplémentaire de ce programme-là. Par contre, là, la stratégie qu'on a décidé de mettre en place, c'est s'assurer en amont de pouvoir couvrir tous les frais, là, exemple au niveau architecte, développement de plan, notarie, la contribution de la ville. Donc on est en train de finaliser ça. Puis moi, mon objectif, aussitôt que le nouveau programme va sortir, on va déposer. Mais juste vous dire à la population, c'est que pour le 12 unités, on a d'autres projets de logement. Moi, j'en fais une priorité. Donc, on a monté une équipe. On est en train de se développer une stratégie pour s'assurer que les projets au niveau de logement là, fait partie là, dans les priorités. Puis c'est une des raisons pourquoi que ce projet-là il est super important. Même au niveau de l'OMH, Christian Di, qui est le nouveau directeur, me faisait part
qu'il y avait une liste d'attente à peu près d'une centaine de personnes. Donc, tu sais, c'est beaucoup. Donc, on travaille là, avec la SHQ pour voir la possibilité là, d'aller chercher du financement supplémentaire. Là, présentement, on parle, le logement, là, je vous dirais que c'est une préoccupation provinciale. Il y a des initiatives qui se parlent. Il va y avoir aussi, peut-être que la MRC va pouvoir avoir la possibilité éventuellement de pouvoir investir. Mais moi, ce qui est important en amont, c'est de travailler sur le maximum de projets, de mettre toutes les conditions gagnantes. Puis quand que les programmes vont sortir, bien, on va s'assurer de maximiser là, pour essayer de répondre le plus de besoins possible pour notre municipalité. Considérant là, les projets de développement qui est en suspens présentement, puis tout ce qui est lié avec la venue de la zone bleue, parce que oui, les projets, c'est intéressant, mais quand je parle du carrefour d'innovation, ben ça va créer 25 nouveaux emplois. Moi, ce qui est important, c'est que ces gens puissent avoir un pied à terre à Grande-Rivière. C'est une des raisons pourquoi on a développé parallèlement avec la caserne de pompiers le développement GAF Gagnon pour développer du logement locatif pour répondre à ces besoins-là. Mais on est conscient qu'il faut aussi avoir du logement dans un certain cadre de prix qui vient répondre un peu à la classe moyenne de la population, mais considérant les coûts de construction qui sont extrêmement élevés, je pense pas que la majorité des gens de Grande-Rivière aient la possibilité de se payer des loyers à 1600, 1800 pièces par mois. Non. Par contre, le gouvernement du Québec sont en train d'essayer de mettre des moyens de financement pour être en mesure d'offrir du logement peut-être entre 750 et 1000 $. Puis nous, ben, je vous dirais même que la municipalité de Grande-Rivière, on a fait une demande. Il y a une étude qui se fait présentement par Raymond Chabot-Grant Thornton pour s'assurer d'avoir tous les besoins au niveau du logement pour la MRC au complet. Ah ouais? Puis je pourrais même vous dire que parallèlement à ça, au niveau de l'école des pêches, considérant qu'il va y avoir une antenne universitaire dans le cadre du projet de la zone bleue, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la direction du cégep de la Gaspésie des Îles-la-Madeleine, puis la directrice aussi de l'EPAC, pour déposer un projet de résidence, un projet de 21 unités. Ah. On avait parlé à un moment donné qu'on parlait d'un projet à Gaspé, Carleton, oui, c'est ça, ouais. Mais on est dans les cartons, mais il reste que ce genre de projet-là, c'est des projets spéciaux, il faut que c'est déposé au ministère de l'Éducation supérieure. Okay. Donc, on est en attente. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a plusieurs chantiers présentement. On s'est mis des effectifs pour nous donner un coup de main, mais moi, ce qui me concerne, le projet du 12 unités de la Rive, c'est un projet qui fait partie de mes priorités. On veut s'assurer d'être en mesure au moins d'aller chercher le financement pour finaliser le projet. Il en manque combien d'argent, juste pour être clair? Là? Ben, au niveau du projet, là, présentement, là, il manque à peu près 3 millions. Bon, 3 millions. Donc, ce 3 millions, on souhaite l'avoir dans le cadre de l'entente 1,8 milliard, si j'ai compris, une fois qu'il est ouvert. Présentement, là, le projet qui est en place, on parlait d'un coût de projet à peu près de 5 millions. C'est ça, on avait attaché à peu près 2 millions. Oui. Puis le programme qui est en place présentement, qui se termine le 31 décembre 2024, c'est que les informations que j'ai eues, on ne pourra pas aller chercher de l'argent supplémentaire. Parce que là, la stratégie, c'est s'assurer en amont de pouvoir aller chercher le financement qu'on a besoin pour finaliser les plans, de s'assurer tout ce qui concerne notarié, arpenteur, des honoraires professionnels pour finaliser. T'sais, on parle des coûts à peu près d'une centaine de milliers de dollars. Oui. Donc là, on met beaucoup d'emphase là-dessus, mais sachant qu'il y a d'autres programmes qui s'en vendent. Moi, mon objectif, c'est m'assurer que quand il y a un nouveau programme, être prêt. On va être prêt. Parfait. On va être prêt pour déposer. Le message est très clair. Vous avez d'autres chapeaux, dont la forêt privée. Vous présidez de manière intérim, c'est tout ça? La table de la forêt privée de la Gaspésie. D'ailleurs, il y aura des consultations à Gaspé prochainement. Pourquoi donc? Et c'est quoi l'objectif de cette table? Bien, au niveau là, de la table forêt privée, c'est qu'en réalité, moi, en tant que maire sur le conseil des maires de la MRC, on siège sur diverses organisations. Donc, je suis là, un des élus là, qui siège au niveau de la table de la FOGIM.
Puis, dans le cadre de nos rencontres, c'est qu'on s'avait aperçu qu'en Gaspésie, souvent, c'est que dans la filière privée, que ce soit autant du reboisement, de la récolte, du transport, souvent, quand on avait des gens, là, des ministres ou qui venaient voir un peu c'était quoi le portrait, c'était quoi les attentes, c'était quoi les besoins, mais on n'était pas en mesure, par une seule voie, d'essayer d'avoir un peu un plan d'action avec des besoins identifiés, qui est concerté, qui vient répondre à la filière au complet. Puis, étant donné que c'était très, très politisé, parce que malgré que la Gaspésie, on est une région, bien, je vous dirais que Côte-de-Gaspé, il y a une réalité qui n'est pas la même que la Haute-Gaspésie, Baie-des-Chaleurs, puis Rocher-Percé. En matière de forêt? En matière de forêt, comme vous le savez, il y a une concentration des usines qui est plus au niveau de la Baie-des-Chaleurs. La Baie-des-Chaleurs, c'est une concentration en plus de FEU. Oui, OK. Nous, dans le passé, au Bucaf, le résineux, mettons, on a beaucoup de résineux qui est concentré dans notre secteur. Donc, nous, on travaille aussi avec les regroupements. Donc, puis dans la filière, souvent, ben, c'est soit c'est le prix du bois qui est bas, ou bien que c'est le coût du transport, du carburant qui a augmenté, qui vient toujours affecter la chaîne. Donc, en réalité, nous, ce qu'on veut juste s'assurer avec la table, c'est, exemple, au niveau du transport, il va y avoir une rencontre avec les intervenants du transport. Les gens qui vivent la réalité du transport pour échanger avec eux, puis avec leur expérience, les autres vont nous faire des suggestions. C'est qu'est-ce qui devrait être mis en place, qui va être considéré. Donc, moi, un des objectifs de la table, c'est s'assurer que quand ça va être le temps pour la plantation, que ce soit au niveau de la récolte, que ce soit au niveau du transport, puis même au niveau des propriétaires de l'eau, qui souvent c'est des personnes âgées. Puis la préoccupation, je vous dirais qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire couper leur lot parce qu'ils disent qu'ils vont être coupés sur leur supplément de garantie, leur revenu garanti. Par contre, au niveau fiscal, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc pour une année particulière, c'est intéressant peut-être de faire couper ton lot parce qu'il est assez mature pour avoir une rentrée d'argent. Effectivement, peut-être que cette année-là, tu n'auras pas ton supplément garanti de revenus. Par contre, tu vas avoir une rentrée d'argent qui va être super importante. Donc ça, c'est des choses là, qu'on veut juste s'assurer qu'on est en mesure que quand que la ministre, exemple, nous, en réalité, la ministre des Ressources naturelles, c'est la ministre qui est responsable de la région, Mme Maïté, que ce soit son attaché politique, quand on va avoir l'opportunité d'exposer, la table, en réalité, avec les acteurs, on veut juste s'assurer dans une seule feuille d'être en mesure de bien exposer les attentes pour le secteur de la forêt privée. C'est ça, puis chacun qui comprend la filière au complet. C'est ça, puis il y a plusieurs enjeux dans la même filière. Donc on parle transport, on parle récolte, on parle, voilà. Donc, en réalité, nous, la table forêt, pour la mettre en place, c'est qu'on a décidé ça prenait un élu qui prenait la présidence par intérim. Donc, moi, j'ai proposé ma candidature par intérim, conditionnel que les autres intervenants puissent s'impliquer. On est allé chercher du financement aussi pour avoir un chargeur de projet qui s'assure de solliciter tout le monde. Donc, le travail de la table forêt privée, en réalité, c'est que quand il y a des enjeux plus politiques, on veut juste s'assurer que la Gaspésie, là, on est en mesure de représenter les réels besoins, intérêts de la filière au complet. Soit entendu. Oui. Un autre sujet, transport des anses. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de faire un reportage sur ce service pour personnes handicapées, personnes âgées à mobilité réduite. J'ai embarqué avec eux, j'ai fait un voyage avec le chauffeur, avec la clientèle, et j'étais impressionné par le service personnalisé de ce qui s'appelle Transport des anses. Parlez-moi, parce que je crois que ça vous interpelle aussi. Bien, c'est sûr, ça m'interpelle. Moi, c'est sûr, comme je l'ai expliqué tantôt, en étant maire, conseil des maires, bien, on a chacun des responsabilités. Donc, moi, je suis le président du transport des anses adapté de la MRC Rocher-Percé. Donc, en réalité, avec des gens, des représentants de la population,
Monsieur Gaétan Darèche, qui est le directeur, on doit prendre des orientations là, pour s'assurer de maintenir le service. Puis comme toute organisation, il y a des défis là, souvent pour, avec la hausse des coûts, de s'assurer d'avoir les revenus nécessaires pour maintenir un service de qualité. Comme vous le savez, 80% de la clientèle, c'est une clientèle à mobilité réduite. Oui. Souvent à mobilité réduite, mais c'est la clientèle dans laquelle souvent ils ont les moyens financiers là, pour être en mesure d'assumer certains coûts. Donc, on veut s'assurer que de maintenir le service pour les utilisateurs au coût le plus bas possible. C'est une des raisons pourquoi on essaie de travailler en diversifiant un peu là, les activités de transport d'aisance. Donc, je pense qu'il y a un excellent travail qui est fait. On a des ententes, que ce soit avec la commission scolaire René Lévesque, avec le CIS, pour certains services. Donc, dans un objectif éventuellement de renouvellement de la flotte, parce qu'on parle peut-être d'avoir éventuellement des véhicules là, plus électriques. Donc, il y a des coûts rattachés à ça. Donc, il faut toujours en amont là, de bien planifier, mais ce qui me concerne, on est chanceux, nous, dans les MRC Rocher-Percé, d'avoir quelqu'un qui est... Je pense que M. Darèche, là, il a une bonne vision quand je me compare avec les autres MRC, parce que dans d'autres MRC, présentement, le transport adapté est supervisé par le régime. Donc, il y a le transport collectif et le transport adapté. Nous, on est encore là, indépendants pour le transport adapté, mais on va tout faire nos efforts pour s'assurer de maintenir un service de qualité, parce que le service de transport adapté, ce qui est vraiment intéressant, c'est un service à la porte. Mais oui. C'est un service, on se rend directement à la porte. Incroyable. Les gens prennent le temps. Oui. J'ai vu le chauffeur, il a aidé les gens, il va à la porte, il échappait son gant, il ramasse son... Il est le chauffeur, j'ai eu l'occasion de M. Leblanc, Christian Leblanc, extraordinaire service, là. Oui. Super. Oui. Donc, écoutez, quand on parle de la mobilité là, sur le territoire, là, présentement, oui, il y a le régime, mais nous, on veut s'assurer là, de bien arriver. Mais ce qui est important, c'est s'assurer de maintenir ce service-là. Moi, la clientèle en mobilité réduite là, doit là, avoir un excellent service. Puis je pense que le transport d'aisance, présentement, quand on regarde là, les sondages, 95% des gens sont très satisfaits. Mais le défi pour pouvoir le maintenir dans ces conditions-là, on doit travailler encore plus fort pour s'assurer que les revenus soient là, bonifiés. Oui, on tient compte de l'inflation, mais tout dernièrement, avec la hausse du coût de carburant, on a même fait l'acquisition d'une vanne 7 places pour des besoins spécifiques. Puis je tiens à remercier là, Desjardins, qui nous a accordé là, une aide financière. Donc, on a là, un transport adapté. Puis, on travaille sur plusieurs projets. On sait qu'il y a des gens là, les nouveaux infirmiers de l'extérieur qui viennent ici, oui, sont en recherche de logement, mais souvent, ils ont besoin aussi d'avoir un service là, au niveau du transport. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de regarder pour s'assurer que la collectivité de l'MRC Rocher-Percé puisse bien accueillir aussi ces nouveaux travailleurs qui viennent s'implanter ici dans notre MRC. Non, génial. Donc, on pourrait rouvrir à plus largement transport des... J'ai oublié de vous poser une question, puis je finis l'entrevue avec ça. Je vais revenir avec votre rencontre avec M. Fitzgibbon à la Chambre de commerce de Côte-de-Gaspé. Il a été question peut-être de la zone bleue d'innovation? Bien, au niveau de la rencontre politique, là, c'est sûr que le ministre Fitzgibbon était venu pour tout ce qui concerne la filière éolienne. Mais dans le cadre du dîner des gens d'affaires, il y avait possibilité de poser des questions, puis on en a profité pour parler un peu de ce qu'il en était au niveau du secteur des pêches, parce que le ministère de l'Économie, de l'Innovation, d'Exportation, avec Investissement Québec, le volet d'innovation, comme vous le savez, il y a des turbulences présentement au niveau de la crevette sur le côté Côte-de-Gaspé. Éventuellement, l'exploitation de Sébastien. On a voulu voir un peu qu'est-ce qu'il en était. Puis je pense que la réponse du député de Côte-de-Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, parce qu'étant donné qu'il est adjoint parlementaire pour le MAPAC,
Puis Mme Maïté qui était là, responsable de la région, qui en réalité le député de Rimouski. Comme vous le savez, le projet de zone, ça concerne le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Rimouski, Grande-Rivière, Absolument. La municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Ben, moi, je suis très satisfait là, de la réponse là, de M. Sainte-Croix, qui fait part que la zone bleue fait partie de les priorités régionales, puis qu'ils sont en train de travailler là, pour finaliser éventuellement une annonce là, que... En tout cas, on s'attend en espérant que ça va dans le printemps 2024, mais comme je l'ai tout le temps mentionné, cette partie-là, ça appartient là, plus aux politiques. Mais le projet chemine bien. Donc, il y avait des conditions. Je pense qu'on est en train de répondre aux conditions qui avaient été mises pour éventuellement préparer là, une annonce. Mais quand ça va se faire, moi, j'aimerais que ça se fasse aujourd'hui, mais ça ne nous appartient pas. Non. Ça appartient aux politiques, mais ça regarde très bien. Oui, parce que, puis je termine avec ça, j'ai moi-même posé la question au député Stéphane Sainte-Croix, après vous avoir posé la même question, est-ce qu'on coupe le ruban rouge en 2024? Et il m'a dit, tout indique que oui. Donc, on ne sait pas quand, mais à 2024, ça s'annonce bon. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça fait plaisir, merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.